merci Benoît. Voilà, bon, c'est juste, vous allez voir ce qu'on fait sans absolument préjuger de si c'est bien ou pas. Et en fait, on se pose beaucoup de questions sur nos conférences. Voilà, un système, par exemple, on voit qu'on a instauré des conférences facultaires. Et ça commence doucement en Med 4. Je vous rappelle qu'on a une promotion de 500. Donc, tous les étudiants ne sont pas inscrits en Med 4. D'ailleurs, c'est à la fois de notre fait, mais aussi du fait des étudiants. Et puis, on voit qu'en Med 5, Med 6, on a pu augmenter les nombres, mais ça fait quand même 10 confs. Bon, donc ça fait 10 confs de 35. Donc, on n'est pas du tout dans le contexte parisien du temps où j'ai suivi les conférences, où on était, je ne sais pas combien, de centaines, 200 ou 300 dans un amphi. Là, on a opté il y a longtemps pour des petits groupes. Alors, les conférenciers, en fait, ce sont des internes ou des chefs de clinique. Voilà. Alors ça, c'est très bien parce qu'ils ont vraiment un engagement positif. L'hypothèse au départ, c'était de dire ils sont proches de l'ECN, donc voilà, ils savent bien comment ça se passe. Du coup, ils peuvent peut-être transmettre quelque chose là-dessus. Les groupes de conf sont organisés comme ils le souhaitent. Donc, c'est soit une conf par semaine, soit 2 confs par semaine. Ça dépend des années aussi. Et ils organisent des concours blancs au sein de la faculté. Ils sont payés à moitié par l'étudiant et à moitié par la faculté. Et ça représente un coût vraiment très important pour la faculté. Alors, ce qui est intéressant, normal pour eux, je le comprends bien, je fais pareil, ils font souvent des confs dans plusieurs groupes de confs. Et nos conférenciers ne traitent que d'une spécialité. Et ça, c'est une des questions que l'on se pose. Alors évidemment, on ne reviendra jamais. Voilà, moi j'étais au conf de Fabiani Deloche qui traitait un peu de tout. Il y avait peut-être un conférencier spécial pour la psychiatrie ou la pédiatrie, je ne me souviens plus. Mais voilà, là on est vraiment sur des conférenciers de la spécialité qui font des confs de la spécialité. Et c'est une question qu'on pourrait se poser pour rester au niveau 2e cycle. Elle débute à 18 h, voilà, ils font des dossiers sur les tablettes, comme à l'ECN, sur CIDES. Et il y a une correction. Et là, c'est là une des limites aussi, c'est que la correction, elle est variable. Vous en avez très bien parlé dans les topos précédents. Et c'est sûr que si c'est pour dire A, c'est vrai parce que, B, c'est faux parce que, bon, je ne sais pas très bien quelle est la plus-value par rapport à une correction écrite avec des justifications. Et puis, ça finit vers 22-23 heures. Et là aussi, on peut se demander si l'étudiant est en pleine forme pour continuer à suivre à partir de 22 heures. Oui, bien sûr, ils prendront des gardes, ils travailleront la nuit. Mais bon, on réfléchit quand même moins bien à ces heures-là. Alors, on se pose de nombreuses questions à propos de ces conférences. D'abord parce que nos résultats, voilà, alors ça s'est quand même amélioré. On commençait vraiment pas bien au niveau de l'ECN, puis ça s'est amélioré. Et vraiment, franchement, d'année en année, il y a des fluctuations, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et évidemment, l'équation résultat variable et moyen égale mauvaise conf est un peu, et même très simpliste. Il y a énormément d'autres facteurs qui interviennent, mais on se pose quand même des questions sur le format de nos conférences. Et ce que l'on a vu, par exemple, c'est que le classement à l'ECN au niveau des différents groupes de conférences est différent. Et donc, il y a des confs où le rang médian est bien plus élevé que dans d'autres groupes de confs. Et on s'est demandé qui de l'œuf ou de la poule, parce qu'en fait, ils s'inscrivent à ces différents groupes en fonction d'un classement qui est fait en fin de 3e ou en fin de 4e année en fonction des notes qu'ils ont eues à l'année. Et donc, les meilleurs choisissent en premier la conf, et puis quand le groupe de conf est plein, c'est plein, et donc ils doivent choisir d'autres groupes de conf. Donc évidemment, si ce sont les meilleurs qui s'inscrivent à une certaine conf, leur résultat va être bon. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que la façon de gérer les groupes de conf est différente. Et on va voir peut-être des idées pour expliquer ces différences. Une autre question qu'on se pose, c'est que les conférenciers
en fait, comme je l'ai dit, souvent font les confs à travers les différents groupes de confs. Et je me pose sincèrement des questions sur est-ce qu'il faut vraiment faire la même conf à une conférence où les étudiants qui ont choisi sont d'un niveau plus élevé qu'à une conf où les étudiants sont soit d'un niveau moins élevé, soit n'ont pas les mêmes exigences. Voilà, pour l'ECN, on sait bien qu'il y a des étudiants qui n'ont pas besoin d'être classés, mais qui veulent quand même avoir un certain niveau. Dieu merci, l'ECN, ce n'est pas seulement pour être classé, ça donne quand même une idée d'où on se trouve. Du coup, voilà, est-ce que c'est très pertinent de faire la même conf aussi approfondie, pointue, alors que peut-être il y a des étudiants qui auraient besoin de moins et ça serait beaucoup plus efficace. Oui, voilà. Alors ça, c'était la question des confs par niveau. Et ça, ce sont nos résultats, je ne sais plus en quelle année, mais ce sont la répartition de nos étudiants en fonction des quartiles. Bon, ceux-là, je ne sais pas très bien, ceux du quartile numéro 4, je ne sais pas très bien si on arrivera à tous les sauver. Mais par contre, ceux du milieu et en particulier ceux du troisième quartile, voilà, c'est ceux-là qu'on voudrait améliorer pour eux aussi. Hein. Évidemment, il y a l'objectif facultaire d'être bien classé à l'ECN, mais enfin, on voit bien que autour de 9 ou 15e, ça joue un iota. Mais par contre, moi, ça m'embête d'avoir des étudiants qui soient dans ces quartiles-là. Alors, qu'est-ce qui différencie les confs? Qu'est-ce qui différencie les conférenciers? Est-ce qu'il y a un coaching différent? Clairement, oui, il y a des conférences qui, quand ils voient qu'un étudiant est en difficulté à plusieurs fois, ils le contactent. Quand ils voient que ça fait 1 ou 2 fois qu'il a raté sa conf, ils le contactent. Mais c'est évidemment très variable en fonction des animateurs de conf. Grâce à CIDES, comme ça a été montré, on a la correction et on a les performances. Alors, les performances d'un étudiant, est-ce qu'on doit suivre les performances des étudiants? Mais on a aussi la performance, enfin, telle question, ils ont compris, voilà, il y a un bon taux de réponse, et par contre, telle autre question, ça pose problème, on pourrait cibler. Sauf qu'il faut un certain temps pour ça, et donc si on leur fait faire l'épreuve à 18 heures et que la conf commence à 20 heures, c'est très juste pour faire ça. Du coup, on a ouvert les dossiers 24 ou 48 heures avant avec le confinement, puisque ça s'est fait en distanciel. Et donc, on est plutôt parti pour ouvrir les dossiers avant. Voilà, alors suivre les notes des étudiants, oui, mais on sait bien que les notes des étudiants, ça doit être fait sur plusieurs épreuves parce que ça dépend aussi quand même de la qualité de l'épreuve. Alors, le contenu, alors, je suis un peu inquiet sur certaines conférences, alors évidemment pas toutes, mais de la déconstruction de l'enseignement facultaire. Bon, moi, j'enseigne la pédiatrie et la lecture critique d'articles. Je fais des confs de lecture critique d'articles. Bon, la grande difficulté, c'est toujours cette absence de référentiel et cette absence de groupe de réflexion nationale. Mais du coup, nous, déjà, on n'est pas sûr de ce qu'il faut leur apprendre. Et alors, c'est clair qu'avec plusieurs conférenciers en LCA, je sais qu'il y a des choses différentes qui se disent. Et ça, c'est un vrai problème. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. L'autre question, et ça a été un peu abordé avant, mais c'est la différence entre apprendre et s'entraîner, quoi. Je trouve qu'apprendre avec des QCM, c'est assez attristant. D'abord parce que les réponses sont suggérées. Et donc, voilà, vous dites tous, et moi aussi, que le patient ne se présente pas avec j'ai grand A, une piélo, grand 2, voilà. Mais je trouve qu'encore pire, les distracteurs induisent de fausses connaissances. C'est-à-dire qu'on leur suggère, et quand le distracteur est bon, c'est vraiment un effet un peu fourbe, parce que du coup, ils disent « Ah ouais, mais pourquoi pas ?» Voilà. Et alors qu'ils n'y auraient même pas pensé si, si on ne leur avait pas soufflé à l'oreille. Et je trouve que, bon, je comprends l'envie de s'entraîner, mais se dire qu'on va apprendre en bouffant du QCM, c'est sûrement pas la solution. Et évidemment, les étudiants s'alignent sur l'ECN. Alors, oui, c'est-à-dire que je comprends encore, mais ça je crois, moi, c'est juste personnel, mais que c'est plus une envie de s'entraîner, mais ce n'est pas vraiment un alignement pédagogique, parce que est-ce que c'est vraiment une activité d'apprentissage que de bouffer du dossier? Et donc, je trouve qu'il y a
cette discordance un petit peu entre l'apport d'une conférence et le fait de s'entraîner. Ouais, c'est un peu à pleurer. Et puis l'autre chose, c'est le contrôle de ce qui se dit. Et on a des internes ou des chefs de clinique qui sont à fond, la dernière reco américaine. Bon, voilà. Ça c'est un problème. Rester au niveau du second cycle, avoir des objectifs. Alors, évidemment, j'applaudis des quatre mains l'histoire des rangs A et des rangs B. Mais est-ce qu'on va réussir à focaliser les étudiants sur les rangs A alors qu'on sait ce qui sélectionne, c'est le rang D à l'ECN? Bon, évidemment, nous, on est convaincus que non, et on le sait, mais il y a tout un travail à faire, y compris au niveau des enseignants, sur le fait que ce qui tue, c'est les bases. Hein, et pour avoir vu des QCM discriminants, c'était vraiment des choses très simples. Le QCM où il y a 5 ou 10% de bonnes réponses, oui, ça les sélectionne les tout premiers. Bon, ceux-là, de toute façon, on les met dans un désert sans rien, ils vont apprendre quand même. Mais le problème n'est pas là. Alors vraiment, on est dans ce questionnement, quelle est la plus-value des conférences telles que nous, on les a faites. Il y a sûrement d'autres systèmes de conférences qui marchent très bien. On n'a pas les moyens, nous, de faire des conférences par des PUPH. Voilà, notre quota PUPH, nombre d'étudiants, ne nous le permet pas. C'est des questions qu'on se pose exactement de la même façon pour nos enseignements, quelques-uns de nos enseignements. Mais par exemple, le système des enseignements dirigés, on a des enseignements en petits groupes, ce sont surtout des chefs de clinique et des PUPH, là pour le coup, mais il y a des chefs de clinique qui font ces enseignements et juste le temps qu'ils se forment, qu'ils comprennent, ils ont fini leur clinica et hop, on passe au suivant. Et on a le même problème avec les conférenciers. Les conférenciers, ils font ça pendant quelques années et puis après, ça recommence, quoi. Voilà. Donc, on a des difficultés à accompagner les conférenciers. Ils sont plus ou moins demandeurs, d'ailleurs. Et du coup, on est entre eux. C'est sûr, en lui laissant l'initiative, il y en a qui font des trucs extraordinaires, mais il y a aussi des effets secondaires à ce truc-là. Juste pour finir, finalement, quel est le niveau pédagogique simple? Je ne dis pas qu'ils doivent tous avoir une thèse en pédagogie, ça n'est pas ça le souci, mais du coup, on est en train de réfléchir à mettre en place des formations pour les conférenciers. Ceci dit, on n'a aucun moyen de les obliger à venir. C'est des volontaires. Si on les oblige, est-ce qu'on va perdre des volontaires? Et dans certaines spécialités, on a du mal à trouver des conférenciers. Bon, voilà. L'autre énorme chose, c'est ce switch fantastique. Je pense de ma part, vraiment bravo pour le switch vers la compétence, mais comment on va faire passer un peu à différentes choses avec toute la richesse de la docimologie que l'on vient de voir. Et pour notre part, on a élaboré un référentiel de compétences sur l'île, voilà, en déclinant un peu des compétences et en les déclinant ensuite de ce qu'on attend en quatrième année ou en sixième année. Mais ça demande vraiment beaucoup de travail pour former même les conférenciers. Et la docimologie rang A, j'en ai déjà parlé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.